la période de basculement qui est partiellement une période imaginée. Je veux dire, là aussi, l'historien et le philosophe travaillent en dialogue. C'est cette période étrange de la fin des années 60, du début des années 70. Que se passe-t-il à ce moment-là? Il me semble qu'il se passe autour de 68, 69, 70, notamment dans une série de conflits sociaux, mais aussi dans une série de mouvements d'opinion. Se joue la crédibilité de l'hypothèse que nos sociétés sont fragiles, sont sensibles, je veux dire sensibles à une éventuelle révolution de nature culturelle. Je veux dire, les enjeux sont définis de manière culturelle, y compris les enjeux socio-économiques. La CFDT, qui n'est pas à l'époque suspecte d'être à l'extrême gauche, pas plus aujourd'hui qu'hier d'ailleurs, construit et diffuse des messages autour de l'idée qu'il ne faut pas continuer à perdre sa vie à la gagner. D'accord, tu te souviens de ça? Bien. Eh bien, ne pas continuer à perdre sa vie à la gagner, c'est donc une critique radicale et culturelle du salariat, de l'industrialisation et du capitalisme. Et bon, je cite la CFDT parce que c'est amusant de la citer elle, puisque à l'époque, ça ne fait que 3, 4 ou 5 ans qu'elle a quitté l'ornière historique de la CFTC, donc du catholicisme social. Mais donc dans les forces de gauche, y compris sur certaines franges du Parti communiste, l'hypothèse d'un renversement culturel du capitalisme, magnifiquement théorisée par Marcuse, bien injustement oubliée depuis, cette hypothèse-là est puissante. Et elle ne tiendra pas la route très longtemps. C'est qu'effectivement, au détour de ce qu'on appellera la crise, qui n'est pas une crise mais une restructuration et un déplacement de rapport de force, donc autour de 73-74, il y a comme un phénomène d'éteignoir de la pensée à partir de la crédulité que l'on donne, de la foi que l'on investit dans l'hypothèse de la crise économique. On est dans la crise économique et donc les questions culturelles sont reléguées, comme elles l'ont été si longtemps, aux marges de l'histoire, bonnes à être traitées par les femmes, les curés, les idéologues, les philosophes, enfin bref, les gens inutiles. Et donc, on entre dans un long tunnel de la pensée. Et ce long tunnel de la pensée s'éclaircit à peine aujourd'hui. Je dis à peine. Il devient un tout petit peu pensable de s'interroger sur les tenants et aboutissants de l'économie de marché. Il devient un tout petit peu pensable de se réinterroger sur les finalités du salariat. Il devient un petit peu pensable de se demander si ce qu'on appelle les externalités, ce que produit l'économie malgré elle, par exemple sur l'environnement. L'environnement, c'est une bête métaphore. Donc on en vient un tout petit peu à se demander tout de même si les rapports économie et société ne doivent pas être repensés. Donc comme si on voyait une petite lueur au bout du tunnel. Mais donc on est entré dans ce tunnel il y a bientôt plus de 30 ans. 32, 33, 35, 36 ans, peu importe. Enfin bref, il y a un peu plus d'une trentaine d'années. Et peut-être qu'on commence un tout petit peu à entrevoir le désir d'en sortir de ce tunnel et donc de reconsidérer les choses autrement. Mais donc, entre-temps, les traditions d'émancipation, déjà fortes abattardies dans le travail social et dans l'animation socioculturelle, se sont faites franchement contre-émancipatrices dans leur reconversion dans des dispositifs d'insertion. Et j'ai connu beaucoup de fédérations d'éducation populaire qui n'ont pas vu d'autres, se sont pas donné d'autres saluts, d'autres voies d'autres issues de secours, je dirais, que de reconvertir leurs programmes et leurs budgets d'animation en programmes et budgets d'insertion. Ce qui est évidemment tout le contraire de la visée émancipatrice initiale. Et donc, certaines fédérations d'éducation populaire se sont reconverties en dispositifs d'insertion socio-professionnelle, c'est-à-dire en dispositifs d'acquiescement et d'organisation de l'acquiescement à la supposée réalité ou aux supposées lois socio-économiques telles qu'on nous les propose.